Bienvenue dans l'école la plus excentrique de France. Le premier jour de l'enseignant, fraîchement arrivé à la campagne pour enseigner, On ne fume pas pendant la classe. C'est valable pour tout le monde, même pour vous, monsieur. Il croit être en contrôle, mais il ne sait pas que les élèves ont déjà préparé un piège. Son sac tombe de ses mains. Un garçon agile s'empare de son sac, et en un clin d'œil, la classe se transforme en une scène de chaos. Mais l'arrivée du directeur est comme un vent glacial, et soudainement, tout se calme. Son regard perçant tombe sur l'élève qui a volé le sac, et il demande froidement s'il doit être puni. Toutefois, l'enseignant, d'un regard empli de clémence, montre une grande indulgence. Rien, monsieur le directeur. Comment ça, rien? Vous alliez le punir. Ah non, je le faisais aller au tableau pour l'interroger. Il espère que son attitude bienveillante suscitera de la gratitude chez les élèves, mais à peine a-t-il quitté la pièce qu'un élève, semblant être un ange, dessine son portrait sur le tableau pour se moquer de lui. À son retour, loin d'être en colère, l'enseignant affiche même un petit sourire et commence à redessiner son propre portrait sur le tableau, ajoutant un trait de rouge pour finaliser l'image. Les élèves éclatent de rire, et l'élève moqueur, gêné, quitte le tableau en hâte. Mais il ne sait pas que ce professeur, tout nouveau dans leur vie, va bouleverser son existence. Mathieu, un musicien talentueux mais malchanceux, débarque dans cette école interne surnommée « le fond du gouffre », où il devient professeur assistant après avoir essuyé de nombreux échecs dans sa vie. Plutôt qu'une école de savoir, c'est une véritable prison invisible. Lorsqu'il voit un garçon regarder l'horizon depuis la porte, plein d'espoir et d'attente, il le questionne. L'enfant lui répond qu'il attend son père pour le ramener chez lui le samedi. C'est à ce moment-là qu'un messager, vieux et multitâche, arrive précipitamment, accompagné de bruits de pas, et emmène Mathieu faire une visite guidée de l'école. Le spectacle des lourdes portes en fer et des enfants à genoux pour nettoyer crée chez lui une sensation de lourdeur indescriptible. Mais alors qu'il essaie de saluer le directeur avec un sourire, un cri perçant déchire l'air, suivi du bruit du verre brisé. Le messager s'est blessé à l'œil. Plutôt que de lui offrir des soins médicaux, le directeur demande Peut-être appeler un médecin. Mais vous connaissez le prix des visites? Qu'est-ce que je vous ai dit, là? La cloche, rassemblement! Et où est-elle, cette cloche? Elle vous crève les yeux, là, devant la porte! La cloche résonne comme un vent froid, et le directeur impose une règle sévère. Si personne ne prend la responsabilité, tous les élèves seront punis. 1, 2, 3. Quand personne ne se manifeste, Mathieu est contraint de choisir au hasard un élève pour la punition, et c'est l'élève le plus docile. Monsieur, j'ai rien fait. La ferme! Mais c'est dégueulasse, j'ai rien fait. Tu peux pas causer bien, non? Hein? Allez! J'irai pas, Avec j'irai mon pas. pion de cul, tu vas y aller! L'injustice se fait ressentir, mais Mathieu n'a pas d'autre choix que de l'accepter. Le directeur, d'un ton autoritaire, exige que les élèves dénoncent celui qui a causé l'incident. Mais Mathieu, qui pense que cette méthode encourage la trahison, se voit imposer un mois d'observation avant de pouvoir commencer à enseigner. Un ancien professeur, marqué par des cicatrices visibles, avertit Mathieu de se méfier de deux élèves, Pierre et Lec. Pierre, d'apparence angélique, cache un cœur perfide, tandis que Lec, lui, est l'instigateur des mauvaises blagues. Un jour, Mathieu se retrouve à devoir faire face à un dilemme, doit-il punir Lec pour avoir mis en danger le messager, ou lui offrir une chance de se racheter? Désormais, au lieu d'aller faire l'idiot à la récréation, tu travailleras à l'infirmerie. Je te nomme garde malade du père Maxence. Tu veilleras sur lui jusqu'à ce qu'il soit guéri. Et d'accord? Lec, bien que réticent, accepte finalement. Le lendemain, il se présente devant Mathieu, qui l'accueille avec bienveillance, lui expliquant que tout enfant a besoin de compréhension et de compassion. Quelques jours plus tard, les blessures du messager empirent, et Lec, envahi par la culpabilité, demande anxieusement à Mathieu si l'homme va mourir. Mathieu le rassure avec une douce voix, affirmant que le médecin saura le soigner. Cette situation fait naître chez Mathieu un désir de justice et de compréhension, ce qui le pousse à poser 3 conditions au directeur: annuler la punition de tous les élèves, lui laisser la responsabilité de punir le coupable, et garder l'identité de celui-ci secrète. Mais le directeur, malicieux, le prévient de ne pas se réjouir trop vite. Eh bien, parfait. Si vous réussissez d'accord, je lève la punition collective. Seulement voilà, vous n'aurez jamais le coupable, ou alors moi je suis le roi des imbéciles. Et effectivement, à son retour à la chambre, Mathieu découvre que son sac a été volé, ainsi qu'un précieux morceau de musique. Les élèves se battent pour résoudre le mystère. Quand Mathieu récupère enfin le document, son cœur est rempli de colère. Pourtant, face à la réaction du directeur, il choisit de protéger les élèves,
car la vérité pourrait les condamner à 15 jours de punition. Mais cet incident avec la partition le plonge dans une profonde mélancolie, et il se demande si ses enfants n'ont pas eux aussi des rêves. Il donne alors à ses élèves un devoir, écrire leurs rêves. Et contre toute attente, ces enfants turbulents prennent le sujet très au sérieux. Seul Peppino, le plus jeune de la classe, semble perdu dans ses pensées. Mathieu se souvient de lui, trépignant d'impatience derrière les grilles de l'école, attendant son père chaque samedi, un simple mais sincère rêve d'enfant. Le soir venu, Mathieu parcourt les rêves de ses élèves, touchés par leur sincérité. Certains rêvent de devenir pompier, d'autres de suivre les pas de Napoléon, mais Peppino, avec une innocence touchante, rêve simplement d'un retour à la maison, le plus beau des rêves. Un espion, et pourtant aucun de ses élèves ne rêve de devenir musicien. Avant de se coucher, le professeur, en passant silencieusement à travers la chambre bruyante, s'arrêta, émerveillé par ce qu'il découvrait. Si c'est pas toi qui fera la loi, alors les mecs vous dégonflent. Allez, on commence. Je t'écoute. Tu veux peut-être aller chanter chez le directeur? Allez. Grand obus, d'obus, t'es foutu. Un obus, t'es foutu. Ici, c'est pas toi qui feras la loi. Ici c'est pas toi qui fera la loi. T'as jamais dit que tu chantais comme une gamelle. Malgré les éclats de rire des enfants, il remarqua qu'ils avaient une passion irrésistible pour la musique. Cette attitude à la fois ferme et bienveillante, semblable à une brise printanière, nourrissait en secret les âmes des enfants. Un garçon demanda innocemment des partitions, et cette question fit surgir une douleur profonde dans le cœur de Mathieu. Après que les lumières se soient éteintes, allongé dans son lit, il se tourna et se retourna, envahi par ses pensées. Le poids de la réalité l'avait un jour poussé à jurer de ne plus jamais toucher à la musique, mais ce soir, les chants des enfants avaient réveillé un rêve oublié depuis trop longtemps. Mathieu décida alors de monter une chorale, convaincu que cela pouvait réveiller le potentiel caché des enfants et transformer leur état d'esprit. Il écouta attentivement chaque voix, et en fonction des tonalités des enfants, il forma un chœur avec des voix graves, moyennes et aiguës. Peppino, qui ne savait pas chanter, fut nommé assistant de la chorale, tandis que le garçon qui n'avait aucun sens du rythme fut désigné pour composer les partitions. Sous la direction de Mathieu, la chorale commença à prendre forme. Mathieu espérait obtenir l'appui du directeur pour que le projet de chorale puisse se poursuivre, mais ce dernier, moqueur, émit des doutes et déclara Et vous ne leur tirez jamais de notes du gosier, alors moi je suis le roi des... Non, je vous en supplie, monsieur le directeur, ne me dites pas le roi de quoi. Mathieu, sûr de lui, répondit avec un sourire, il chante déjà, monsieur le directeur. Alors pourquoi êtes-vous venu me demander une autorisation que vous avez déjà prise? Je n'aime pas vos manières, vous m'entendez? Monsieur le directeur... Vous m'embêtez. Je suis déjà pris au piège, alors ne m'embêtez pas. Le directeur, avec un air de scepticisme, accepta tout de même de donner son autorisation, mais il lança un avertissement sévère. Si ça tourne mal, vous êtes dehors. La chorale devint comme un vent frais qui soufflait dans chaque recoin de l'école. Les voix des enfants se mêlaient pour former une mélodie touchante. Cependant, Pierre ne pouvait pas y participer. En classe, il avait osé dessiner une caricature du directeur, ce qui lui valut une punition, une semaine de corvée. Il rata donc l'occasion de rejoindre la chorale, mais son amour pour la musique ne s'éteignit pas pour autant. Quand la cloche de fin de journée sonna, Pierre s'éclipsa discrètement dans la salle de classe et se mit à chanter. Dans sa voix, on sentait une soif insatiable de musique et un désir profond de liberté. Chaque note semblait être une silencieuse rébellion contre la réalité, et chaque fredonnement un engagement envers ses rêves. Mathieu, observant les éclats de lumière dans les yeux de Pierre, comprit que ce jeune talent ne devait pas être ignoré. Il décida donc de parler au directeur pour demander que Pierre puisse rejoindre la chorale. Bien que le directeur ait d'abord exprimé des doutes, il céda sous la pression de Mathieu et accepta que Pierre termine ses tâches avant de rejoindre les répétitions. Le directeur prit une décision inattendue, il accueillit un élève problématique, Mondon, pour améliorer l'image de l'école. Mondon était un mystère pour tous, avec des comportements étranges et une attitude perturbante. Comme un démon, il chanta même devant les enfants des chansons pleines de vulgarité. Malgré tout, Mathieu tendit la main à Mondon, lui offrant une chance de se réformer à travers la chorale. Bien que ses paroles soient choquantes, Mathieu continua de l'encadrer avec patience et le plaça dans la section basse. Mais une nuit, Mathieu fit une découverte surprenante, Peppino était assis seul sur les escaliers, l'air complètement désemparé. C'est mondain. Il ne laisse pas montrer si j'y donne pas du sou.
Après avoir pris le temps de comprendre ce qui se passait, Mathieu apprit que Mondon était derrière cette situation. Il se dirigea immédiatement vers la cuisine où Mondon semblait se laisser aller à ses mauvaises habitudes et découvrit que ce dernier entraînait d'autres élèves dans ses erreurs. Mathieu, furieux, ordonna à Mondon de retourner immédiatement se coucher. Plus tard, il se rendit auprès de lui arracha la cigarette des mains et, avec une voix ferme, lui lança « Je ne vais pas revenir sur ce qui vient de se passer, mais je t'avertis, ne parle plus à Pépinot, ne l'approche plus. Si tu continues à l'embêter, tu vas regretter d'avoir jamais croisé mon chemin. » Ces mots frappèrent Mondon comme un coup de marteau, et il comprit qu'il ne pouvait plus s'approcher de Pépinot. Mais rapidement, son regard se tourna vers Pierre. Le temps de sa punition étant terminé, le vice-directeur le renvoya en classe. Mathieu, plein d'espoir, attendait de voir quelle serait la couleur de la voix de Pierre. Mais à sa grande surprise, Pierre répondit avec une attitude un peu espiègle. Après les cours, il décida même de se lier d'amitié avec Pierre. Cependant, ce dernier ignora complètement ses avances, ce qui humilia Mondon plus que tout. Dans un accès de rage, il se mit à insulter Pierre, affirmant que sa mère l'avait envoyé à l'école juste pour avoir une vie facile. Pierre, ne pouvant supporter cette insulte, se jeta sur Mondon. Ce fut la première fois que Mondon goûta à la punition de la détention. Toi, t'es mort. Ah oui? Et Pierre, lui, se retrouva à devoir redoubler d'efforts pour se remettre dans le droit chemin. Mais les mots cruels de Mondon restèrent gravés dans son esprit. Pour vérifier si les accusations de Mondon étaient fondées, Pierre se rendit un jour dans le restaurant où sa mère travaillait. Là, il la vit, occupée à son travail avec une énergie incroyable. Il comprit alors qu'il avait été trompé par des mensonges, et un lourd fardeau s'enleva de ses épaules. Il retourna à l'école, plus serein. Alors que la nuit tombait, Mathieu se préparait à retourner dans sa chambre pour se reposer, quand soudain, une voix magnifique s'éleva, un chant d'une pureté à couper le souffle. Monde d'espoir, ardeur de la vie, sentier de gloire. Mathieu s'approcha, et en entrant dans la pièce, il aperçut Pierre, qui, effrayé, se précipita pour s'échapper. Mais Mathieu, d'un ton doux, le stoppa dans sa fuite. Il savait que Pierre était fondamentalement bon, mais qu'il se perdait parfois dans des actions contraires à sa nature. Bien que ses comportements aient pu lui nuire parmi ses camarades, Mathieu n'avait jamais cessé de croire en lui. Un moment de satisfaction éphémère. Mais Mathieu, avec une fermeté pleine de sagesse, expliqua à Pierre que ce n'était pas là le véritable honneur. Il lui ordonna avec douceur mais fermeté, « À partir de demain, tu dois rejoindre la chorale. » De retour à son dortoir, Mathieu prit le temps d'écrire dans son journal ses réflexions de la journée. Pierre n'arrivait peut-être pas à croire que sa voix était un miracle, mais il n'y avait aucun doute qu'il possédait un talent extraordinaire. Mathieu, avec une patience infinie, guida Pierre pour qu'il puisse libérer pleinement son potentiel musical et, par la musique, apporter à chaque membre de la chorale une pureté intérieure. Ainsi, ils pouvaient tous s'épanouir et se perdre librement dans l'océan de la musique. Au fur et à mesure que la chorale progressait, la puissance de la musique commença à toucher un nombre croissant de personnes. D'autres enseignants, eux aussi, ressentirent cette magie et vinrent rejoindre l'aventure. Lorsque la mère de Pierre revint à l'école pour lui rendre visite, Dis à ta mère que t'avais été puni, je lui ai dit que t'étais chez le dentiste, ne me trahis pas. Mathieu éprouva un profond respect pour cette femme, si forte et courageuse, élevée seule son fils. Peu à peu, la couleur de l'école changea aussi, de froides teintes se transformèrent en des nuances plus chaleureuses. Même le directeur, habituellement taciturne, se retrouva à participer aux activités des enfants. Peu après, le professeur Massène, qui avait pris un congé, revint à son poste. Cette fois, il ne retrouva plus de farce, mais des rires joyeux et une atmosphère pleine de vie. Le changement chez les élèves, leur croissance et leur épanouissement, apportèrent une nouvelle énergie à toute l'école. Ce fut d'ailleurs ce jour-là que l'école organisa sa première photo de groupe des enseignants et des élèves. Ce n'était pas simplement une photo, mais un souvenir précieux, un témoignage de leur parcours commun et de leur évolution. Alors que Mathieu venait de quitter la classe, il aperçut la mère de Pierre, qui était de retour à l'école. Cette fois, elle ne se précipita pas vers lui. Au contraire, elle sembla un peu nerveuse, retournant précipitamment au dortoir pour se changer. Comme pour exprimer quelque chose qu'elle n'avait pas su dire jusque-là. Mais Pierre, toujours attentif, remarqua l'intention de Mathieu et ressentit une vague d'émotions complexes.
Non, c'est rien, c'est rien. Non, T'es chiant, imbécile. Imbécile, on va tous aller en cachot, je te toi là. qu'est-ce qui se passe là? Oh! Pourquoi vous lui tapez dessus? Dis-moi, toi, Bébert. Bah, parce que l'ange vous a jeté de l'encre. Tu pouvais pas fermer ta gueule, toi? Tu me fais honte, Pierre. La mère, déçue, tourna les talons pour quitter l'école. Mathieu, sans se laisser abattre, la suivit patiemment. Sur le chemin, il lui expliqua calmement et avec bienveillance qu'il espérait qu'elle envisageait d'envoyer Pierre dans une école de musique spécialisée pour qu'il puisse mieux développer et cultiver son talent. La mère de Pierre écrivit une lettre à Monsieur Mathieu, l'invitant à se retrouver dans un café. Ce geste fit naître une certaine joie en lui, pensant que cette rencontre serait l'occasion de rapprocher encore plus leur relation. Mais les paroles de la mère de Pierre furent empreintes de gratitude. Depuis l'arrivée de Mathieu dans leur vie, tout semblait s'améliorer. Elle avait déjà rédigé une lettre de recommandation pour Pierre auprès d'une académie de musique, ouvrant ainsi un avenir brillant pour son fils. Elle avait même trouvé l'amour au travail, découvrant l'âme sœur avec qui elle allait partager sa vie. Cette nouvelle toucha profondément Mathieu, qui sentit un mélange d'émotions complexes envahir son cœur. Il avait envisagé de confesser ses sentiments à la mère de Pierre, mais ces mots restèrent figés dans sa poitrine. Pourtant, un bouleversement imprévu survint lorsque Mondon, un autre élève, s'enfuit, emportant avec lui 200 000 francs du directeur. Cet événement choqua profondément l'école et provoqua une réaction en chaîne parmi les élèves, qui transformèrent l'incident en une chanson qui se répandit rapidement. Ce geste audacieux fut une véritable provocation à l'autorité du directeur. Furieux, le directeur ordonna l'arrêt immédiat des répétitions de la chorale. Mais plutôt que de se laisser abattre, Mathieu décida de transformer la chorale en un groupe clandestin, poursuivant en secret son travail avec les élèves pour nourrir leurs rêves musicaux. Peu après, Mondon fut renvoyé à l'école, mais il refusa de coopérer concernant le vol des 200 000 francs. Il le frappe depuis une demi-heure. Il est fou. Il perd surtout son temps. Il dira rien, le gamin. Où est l'argent? L'affrontement avec le directeur faillit dégénérer en une catastrophe. Sous pression, Mondon fut envoyé au poste de police, mais avant de partir, il lança un regard mystérieux à Mathieu, un sourire énigmatique qui laissa ce dernier perplexe et remit en question toute l'affaire. Pendant cette période difficile, le talent musical de Pierre se révéla avec une intensité fulgurante. Même sans l'enseignement direct de Mathieu, il réussissait à interpréter des solos de manière impressionnante. Cependant, son excès de confiance le poussa à dépasser les limites. Dans un moment de rigueur, Mathieu se vit contraint d'annuler sa participation à un solo. Le lendemain, le directeur rendit visite à Mathieu, mais au lieu de lui reprocher la réactivation clandestine de la chorale, il lui fit part d'une proposition inattendue. Il espérait que l'existence de la chorale lui permettrait de briller devant une généreuse mécène, une comtesse, et de montrer sa réussite. Entendant cela, Mathieu se sentit envahi par un sentiment de joie et d'espoir. Le jour suivant, la comtesse et ses invités vinrent assister à la prestation des élèves. Lorsqu'on lui demanda d'expliquer l'origine de la chorale, le directeur s'attribua sans vergogne tout le mérite. Mathieu, bien que déçu de ne pas voir son travail reconnu, resta calme. Ce qui importait à ses yeux, c'était la performance des élèves et l'avenir de la chorale. Alors que la chorale atteignait son apogée, Mathieu, d'un geste discret mais déterminé, arrêta la performance, se tourna vers Pierre et lui redonna l'opportunité de chanter le solo. La voix de Pierre, pure et émouvante, toucha le cœur de tous les présents. Ce moment marqua l'apogée de la chorale, non seulement en montrant le talent de Pierre, mais aussi en soulignant l'âme véritable du groupe. Cependant, l'affaire Mondon prit un nouveau tournant. Un autre élève, le professeur de transmission, entra précipitamment dans la classe, apportant une nouvelle inattendue. En nettoyant, il avait découvert l'argent volé par Mondon. Le véritable voleur était un autre étudiant, considéré comme étant sans talent musical, et qui avait volé l'argent dans l'espoir de réaliser un rêve farfelu, acheter une montgolfière pour s'envoler vers la liberté.
Mathieu souhaitait laver l'honneur de Mondon, mais le directeur, satisfait de la situation, n'accorda aucune attention à cette vérité. Il était trop pris dans la gloire que lui apportait le succès de la chorale et la générosité de la comtesse. Mais alors qu'il savourait son triomphe, un événement inattendu allait bouleverser la situation une fois de plus. Un appel d'urgence brisa soudainement les rêves de Mathieu. Au-dessus de l'école, une épaisse fumée noire s'élevait dans le ciel, et la sécurité des 60 enfants était en péril. Les opportunités de gloire pour le directeur, qui espérait être reconnu grâce à la chorale, se réduisirent à néant, emportés par les flammes comme du papier consumé. Pourtant, à ce moment critique, Mathieu revint avec les élèves qui étaient partis en excursion, les ramenant sains et saufs à l'école. En réalité, pendant que le directeur se concentrait sur la révision de la chorale, Mathieu avait organisé une sortie à la montagne, évitant ainsi la catastrophe. C'était un coup de chance, un cadeau du destin pour eux. Cependant, cet incendie n'était pas un accident. C'était une forme d'expression extrême de Mondon, qui cherchait ainsi à manifester son mécontentement. Mais il n'avait aucune intention de blesser son professeur, Mathieu, ni ses camarades de classe. Il avait choisi de libérer sa colère au moment où les autres élèves étaient déjà loin, hors de danger. Mais cet acte de rébellion coûta à Mathieu son emploi. Puisque c'est comme ça, mettez-moi à la porte aussi. Ce n'est pas à vous de décider. C'est gentil de votre part, monsieur Maxence, mais je crois qu'on a encore besoin de vous ici. Préparez votre compte. Tenez. Vous partez immédiatement par l'autocar de 18h. Je vous défends de revoir même un instant vos anciens élèves. Comment ça? Monsieur Maxence, vous y veillerez. Allez, sortez. Mathieu partit le cœur lourd, mais un moment émouvant se produisit alors. Les enfants, dans un geste de gratitude et de tristesse, lancèrent des avions en papier par les fenêtres. Chacun de ces avions portait un message, un signe d'affection pour leur professeur. Mathieu pouvait presque identifier chaque enfant à partir des mots inscrits sur ces petits morceaux de papier. Les avions s'envolaient dans le ciel, représentant les rêves et les espoirs des enfants, libérés comme des oiseaux en quête de liberté. Cette scène toucha profondément Mathieu, lui apportant chaleur et réconfort. Même si le directeur tentait de faire taire les élèves, l'amour des enfants pour leur professeur était déjà exprimé. Alors que Mathieu montait dans le bus pour quitter l'école, il aperçut une silhouette familière, Pépino. Sans se soucier des conséquences, l'enfant s'élança hors de l'école, appelant désespérément le nom de Mathieu. Son cri résonnait avec un mélange de désir et de détresse. Il voulait partir avec son professeur. Ce moment bouleversa profondément Mathieu. Il savait que Pépino, orphelin, avait perdu son père à la guerre, peu après avoir été envoyé à l'école. Bien que Mathieu connaissait la vérité, il n'avait jamais voulu briser l'espoir que Pépino nourrissait. Dans un élan de compassion, il ordonna au chauffeur d'arrêter le bus et prit la décision de partir avec Pépino. Ce jour-là, un samedi, normalement consacré au repos et aux retrouvailles familiales, marquait pour Mathieu et Pépino un nouveau départ. Quelque temps plus tard, la mère de Pierre suivit le conseil de Mathieu, quittant un homme en qui elle ne pouvait plus avoir confiance. Mère et fils se rendirent à l'académie de musique, où Mathieu leur avait déjà préparé un chemin vers un avenir rempli de musique et de rêves. Les années passèrent. Pierre s'épanouit dans le monde de la musique, devenant un musicien renommé. Un soir tranquille, une silhouette familière se présenta à sa porte. C'était Pépino, celui qui, autrefois, attendait chaque samedi que son père vienne le chercher. Il tenait un carnet, dans lequel chaque page retraçait les souvenirs partagés avec Mathieu. C'était le carnet de Mathieu, mais les histoires qu'il contenait étaient celles de Pierre, son élève. Ensemble, ils feuilletèrent ce livre, qui les ramena à leur enfance, pleine d'espoir et de rêves. Mathieu, par son approche douce et compréhensive, avait illuminé l'école. Il n'avait jamais eu recours à des punitions sévères, mais avait su guider les enfants avec patience et empathie. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu as apprécié ce contenu, n'hésite pas à aimer la vidéo et à t'abonner pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Ton soutien est vraiment précieux et m'encourage à continuer à partager toujours plus de vidéos intéressantes. À très bientôt pour de nouvelles aventures.